Mon mari m'a dit au revoir pour son voyage d'affaires et a verrouillé le portail principal de l'extérieur. Dès que sa voiture a disparu au coin de la rue, mon beau-fils, que l'on croyait complètement paralysé, a soudainement bondi de son fauteuil roulant pour éteindre la cuisinière à gaz. Il m'a fixé d'un regard perçant et a chuchoté « Ne crie pas, papa essaie de nous brûler vifs ». Le ronronnement léger du moteur de la berline noire dans l'allée était la seule chose qui brisait le silence matinal de notre quartier résidentiel exclusif. Ethan, mon mari, était impeccable dans sa chemise bleu clair sans aucun pli. L'odeur de son parfum coûteux, un mélange de bois, de santal et d'agrumes, flottait encore dans l'air, créant cette illusion de sécurité qui définissait mes journées. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit, Clara ?» avait-il dit doucement en glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Sa main était chaude et son contact me faisait toujours me sentir la femme la plus chanceuse du monde. Ce voyage ne dure que 3 jours, ne va nulle part. Tu sais que l'état de Léo rend son transport impossible et je n'aurai pas l'esprit tranquille si tu le laisses seul. J'avais acquiescé docilement. Bien sûr, chérie, je resterai ici avec Léo. Sois prudent sur la route. Ethan a souri. C'était le même sourire qui m'avait fait succomber 2 ans plus tôt, un veuf riche, beau et accompli, prêt à épouser une fille ordinaire comme moi. Il a jeté un coup d'œil vers le patio où Léo était assis en silence dans son fauteuil roulant onéreux. Mon beau-fils avait 10 ans, mais son corps était aussi frêle que celui d'un enfant de 7 ans. La tête de Léo penchait vers la gauche, un mince filet de bave coulant sur la petite serviette glissée dans son col. Son regard était vide, fixant l'espace sans aucune expression. Le médecin avait dit que les lésions cérébrales étaient permanentes, résultat de l'accident de voiture qui avait coûté la vie à sa mère biologique 5 ans auparavant. Il était totalement paralysé, incapable de parler et ne pouvait répondre que par des clignements d'yeux aléatoires. « Prends bien soin de lui. C'est tout ce qu'il me reste d'elle », a dit Ethan, la voix soudain lourde du chagrin fin d'un père dévoué. « Toujours chéri. J'aime Léo comme s'il était mon propre fils », ai-je répondu sincèrement. Ethan a déposé un baiser sur mon front, une pression longue et persistante, puis Lestés est monté dans sa voiture. La vitre s'est abaissée lentement. Oh, et je verrouille le portail principal de l'extérieur. Ma puce, on a signalé un cambriolage dans le pâté de maison voisin hier. La clé de rechange est dans le tiroir de mon bureau, mais la serrure est un peu capricieuse. Alors il vaut mieux ne pas l'utiliser, sauf en cas d'urgence. Ça m'aidera à rester concentré sur mon travail. Sans attendre de réponse, il a conduit vers les hautes grilles qui séparaient notre palais du monde extérieur. Je l'ai regardé sortir un instant pour enrouler une épaisse chaîne de fer entre les barreaux, puis j'ai entendu le clic lourd d'un gros cadenas. La voiture a démarré en trombe, disparaissant au tournant. Le silence. La grande maison a semblé instantanément étouffante une fois Ethan parti. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de chasser l'inquiétude soudaine qui rampait dans ma poitrine. C'était peut-être juste l'anxiété d'une séparation temporaire. Il était normal qu'une femme se sente seule quand son mari partait en voyage, n'est-ce pas? Je me suis tourné vers Léo. « Viens, mon grand. Entrons. Il commence à faire chaud ici. » Léo n'a pas réagi, ses yeux toujours fixés sur le portail que son père venait de verrouiller. J'ai poussé son fauteuil roulant dans le vaste salon climatisé. Le sol en marbre frais reflétait nos images, une jeune belle-mère et un garçon emprisonné dans son propre corps. L'horloge indiquait 10 heures du matin. Ma routine a commencé: changer la couche de Léo, lui donner son repas mixé et lui lire un livre de contes. Ethan était incroyablement strict sur l'emploi du temps de Léo. Il avait refusé d'engager une infirmière, invoquant des raisons de confidentialité. « Je ne veux pas qu'un étranger voie l'état de mon fils », avait-il dit. Vers 11 heures, alors que je lisais Le lièvre et la tortue, j'ai perçu une odeur étrange. C'était léger comme une odeur d'œuf pourri portée par la brise et mêlée au parfum de lavande que nous utilisions toujours. J'ai arrêté de lire. « Léo, tu as eu un petit accident ?» ai-je demandé machinalement. Je l'avais changé 1 heure auparavant, mais j'ai tout de même vérifié sa couche. Elle était propre. Je me suis levé et j'ai fait le tour du salon. L'odeur allait et venait. Mon instinct me disait qu'elle provenait de la cuisine ouverte, mais quand j'y suis allé, tout semblait normal. La cuisinière haut de gamme était éteinte. Les boutons étaient tous sur la position arrêt. C'est probablement juste ton imagination, Clara, ai-je marmonné, me rappelant les paroles d'Ethan souvent prononcées avec un léger rire. Tu peux être si paranoïaque parfois, chérie. Tu oublies toujours si tu as fermé le robinet. Tu égares toujours tes clés. C'est pour ça que je dois prendre particulièrement soin de toi. Oui, j'étais peut-être juste paranoïaque. C'était peut-être l'odeur des égouts extérieurs qui s'infiltrait. Je me suis rassise sur le canapé et j'ai continué ma lecture, mais 15 minutes plus tard, ma tête a commencé à s'alourdir. Un martèlement sourd a débuté dans ma tempe droite, se propageant derrière mes yeux. Une vague de somnolence artificielle m'a envahi. Mes paupières étaient brûlantes et d'une lourdeur insupportable. C'est et était étrange, pensais-je. J'ai avait pourtant bien dormi la nuit dernière. Je regardais Léo. Le garçon restait silencieux, mais quelque chose avait changé.
Ses mains d'ordinaire inertes sur les accoudoirs étaient désormais crispées en des poings serrés. Non, C était probablement juste un spasme musculaire. Le médecin avait dit que la spasticité était fréquente. « Maman, va chercher à boire mon chéri. »« J'ai qu'est soif, dis-je à Léo, ma propre voix sonnant rauque à mes oreilles. Je me forçai à me lever. Le sol semblait tanguer. Ma vision se brouilla de taches noires, et l'odeur haine était plus ténue. Elle était vive, âcre, piquant mon nez et le fond de ma gorge. Ce haine n'était définitivement pas les égouts. C était du gaz. La panique commença à ramper le long de ma colonne vertébrale, tandis que je titubais vers la cuisine. Je devais vérifier la vanne d'arrivée de gaz sous la cuisinière. Mon cœur cognait contre mes côtes, luttant contre le vertige croissant. Mes mains tremblaient en attrapant la poignée du placard. Dès que j'ai ouvert la porte, un léger sifflement emplit mes oreilles. Et l'odeur du gaz S échappa en nuages, me frappant au visage. Le raccord de la conduite semblait tordu comme s'il n'avait pas été serré correctement ou s'il avait été délibérément desserré. « Oh mon Dieu, M !» étouffai-je. Je tentais d'atteindre la vanne pour la tourner, pour faire N, n'importe quoi, afin d'arrêter ce sifflement mortel, mais ma tête tournait violemment. Mon corps devint mou, mes jambes se dérobèrent. Je m'écroulais sur le sol froid de la cuisine. L'oxygène dans mes poumons semblait s'évanouir. L'obscurité envahit les bords de ma vision. Dans mes derniers instants de conscience, je me souvins de Léo. Léo était encore dans le salon. Je devais le sauver, mais je ne pouvais même pas bouger un doigt. Je restais là, impuissante, attendant que la mort arrive sous forme d'explosion ou d'étouffement. Juste avant que mes yeux ne se ferment complètement, j'entendis le grincement des pneus d'un fauteuil roulant. Puis des pas traînants, mais des pas fermes rapides et assurés. Une ombre tomba sur moi. Ethan était-il revenu? Je forçai mes paupières à s'entr'ouvrir. La silhouette se pencha sur la conduite de gaz. Une main bougea prestement, tournant la vanne, la fermant d'un coup sec. Le sifflement cessa. La silhouette se tourna et me regarda. C'était Léo. Le garçon qui était censé être totalement paralysé se tenait maintenant debout au-dessus de moi, mais observant avec des yeux froids, perçants et intelligents. Il n'y avait pas de salive, pas de coup ballant. Ses lèvres bougèrent, murmurant des mots qui glacèrent mon sang plus encore que le marbre sur lequel j'ai été allongé. « Retiens ton souffle, maman. Papa n'a pas oublié. Il veut notre mort aujourd'hui. » De l'air frais envahit mes poumons si brutalement qu'il provoqua une violente quinte de toux qui me fit monter les larmes aux yeux. Ma poitrine me faisait mal comme si elle avait été frappée de l'intérieur par une masse, mais cette douleur était le signe que j'étais encore en vie. Je luttais pour me redresser sur mes coudes tremblants. La scène devant moi était surréaliste. Les grandes fenêtres du salon et de la cuisine étaient désormais grandes ouvertes. Une brise puissante soufflait chassant le gaz mortel qui avait failli me tuer quelques minutes auparavant. Et il était là. Le petit garçon que j'avais porté jusqu'à la salle de bain et nourri à la cuillère pendant 2 ans se tenait maintenant sur une chaise de la salle à manger. Ses mains petites mais agiles tournaient un ventilateur de plafond à sa vitesse maximale pour faire circuler l'air plus vite. Ses mouvements étaient adroits, calculés, rien à voir avec un enfant souffrant de troubles moteurs. « Léo » appelai-je ma voix, et n'étant qu'un murmure éraillé. Il se tourna. Le regard vide et la mâchoire pendante que je voyais chaque jour avaient disparu. Son visage était sérieux. Son front se plissa alors qu'il me regardait avec une maturité terrifiante pour un garçon de son âge. Il sauta de la chaise atterrissant parfaitement et marcha d'un pas vif vers le réfrigérateur. Il saisit une bouteille d'eau fraîche, dévissa le bouchon et s'agenouilla près de moi. « Bois, maman, par petites gorgées. Elle n'avale pas tout d'un coup ou tu vas vomir, commanda-t-il. » Sa voix était ferme, plate et parfaitement articulée. Aucune élocution pâteuse, aucune bave. Ma main tremblait en prenant la bouteille. Je le fixais comme s'il était un fantôme. Le gaz me faisait-il halluciner? Étais-je déjà morte et s'agissait-il d'un étrange au-delà? Tu peux marcher, balbutiai-je après une gorgée d'eau. Depuis quand? Comment Léo ne répondit pas immédiatement. Il se leva, marcha vers la cuisinière et revint en tenant le raccord de gaz qu'il avait réparé. « Concentre-toi d'abord sur ça, maman. Tes questions sur mes jambes peuvent attendre. » Novieuse, dit-il froidement. Il tint le raccord juste devant mon visage. « Regarde ici. » Son petit doigt désigna le collier métallique. Ce collier N est pas desserré parce qu'il est vieux. Tu vois les rayures fraîches? Sur le boulon, il a été délibérément desserré avec un tournevis plat. Et le joint de sécurité en caoutchouc à l'intérieur a disparu. Je plissai les yeux encore étourdis, essayant d'assimiler ses paroles. Tu veux dire que ton père a oublié de l'installer correctement? Léo ricana, un sourire cynique que je n'avais jamais vu sur son visage innocent. Il dessinait maintenant clairement. Papa N oublie jamais rien, maman. C est un architecte perfectionniste. Il pique une crise si un seul livre sur son étagère est de travers. Est-il logique qu'il soit distrait pour quelque chose qui engage la vie de sa femme et de son fils?
Mon cœur battait la chamade non plus à cause du gaz, mais d'une peur glaciale me remontant l'échine. Ainsi, il l'a fait exprès, ai-je murmuré. La fuite de gaz, le portail cadenassé de l'extérieur. Toutes les fenêtres verrouillées avant son départ. Et il t'a interdit de sortir de la maison sous prétexte de sécurité. Léo exposait les faits comme un détective chevronné. Si j'étais vraiment paralysé comme il le croit et que tu t'évanouissais à cause du gaz, une simple étincelle provenant du cycle automatique du réfrigérateur ou d'un interrupteur, et cette maison aurait explosé. Boum. Léo me fixait intensément. Tout le monde croirait à un accident tragique, une ménagère négligente qui a oublié d'éteindre la cuisinière. Papa rentrerait, pleurerait devant les caméras de télévision, puis empocherait ton assurance vie, celle qu'il a justement augmentée le mois dernier. Je secouais violemment la tête, les larmes commençant à couler. Le déni était mon ultime défense. Non, c'est impossible. Ethan m'aime, Léo, c'est un bon mari. Il s'est occupé de toi tout seul pendant des années avant de me rencontrer. Il ne s'est pas occupé de moi, maman. Léo m'interrompit brusquement, la voix tremblante d'une rage contenue. Il m'a emprisonné. Léo fit un pas en arrière, regardant ses propres pieds. Je n'ai jamais été paralysé par cet accident. Mes jambes étaient brisées certes, mais elles ont guéri complètement 1 an après la mort de ma vraie mère. J'ai compris alors que si j'avais l'air en bonne santé, si j'avais l'air intelligent, je finirais comme elle. « Que veux-tu dire ?» ai-je murmuré avec horreur. « Ma mère n'est pas morte dans un accident de voiture, maman. Les freins de la voiture ont lâché parce que le câble avait été sectionné. J'étais sur la banquette arrière. J'ai vu papa bidouiller sous la voiture avant notre départ. J'ai survécu. Pas elle. » Léo prit une profonde inspiration. « Depuis ce jour, j'ai décidé de faire le mort. Je suis devenu un pantin handicapé et inoffensif. » Car un meurtrier ne se sent pas menacé par un légume, n'est-ce pas? Je me couvris la bouche, mon corps tremblant de manière incontrôlable. Cette histoire était trop monstrueuse pour être vraie. Pourtant, les pièces du puzzle dans mon esprit commençaient à s'assembler. Le comportement parfois surprotecteur d'Ethan, son insistance pour que je ne trouve pas de travail, la manière subtile dont il m'avait isolé de mes amis. Soudain, la sonnerie d'un téléphone brisa la tension entre nous. C'était mon portable posé sur la table basse. La tête de Léo pivota vers l'appareil. L'écran était allumé, affichant un nom de contact qui ressemblait désormais à celui de la grande faucheuse. Mon mari. Le visage de Léo devint livide, mais ses yeux brillaient de vigilance. En un éclair, il courut réellement vers son fauteuil roulant. Il s'y jeta, courba le dos, inclina la tête vers la gauche et laissa sa mâchoire pendre. En quelques secondes, l'enfant de génie au sang-froid avait disparu. Léo était redevenu un garçon infirme et impuissant. « Réponds, maman !» siffla Léo, ses lèvres bougeant à peine. Le son sortait de ses dents serrées incroyablement bas mais empreint d'autorité. « Réponds maintenant. Ne pleure pas. Ne tremble pas. S'il soupçonne une seconde que nous allons bien, il fera demi-tour et nous achèvera de ses propres mains. » Le téléphone continuait de sonner, exigeant une réponse. Ma main se tendit vers l'appareil lisse. L'écran clignotait décomptant les secondes de ma vie. Je regardais Léo. Il cligna des yeux 1 fois. Notre nouveau code secret. J'appuyais sur l'icône verte portant l'objet froid à mon oreille et tentais d'avaler le sanglot qui me nouait la gorge. « Allô chérie ?» La voix de baryton d'Ethan résonna au bout du fil, si chaleureuse, si rassurante et pourtant si mortelle. « Tout va bien à la maison, tu as l'air un peu essoufflé. » Mon cœur s'arrêta à la question d'Ethan. Sa voix était si décontractée. Mais désormais, chaque inflexion résonnait comme une lame mesurant mon cou. Léo était toujours dans son fauteuil, la tête penchée, mais son œil gauche entrouvert me fixait intensément, m'envoyant un signal d'avertissement. « Ne gâche pas tout. Je viens de courir depuis la salle de bain, mon cœur. » Je mentis mon cerveau, cherchant désespérément une raison plausible. J'ai cru entendre un verre se briser. Il se trouve que le chat du voisin est entré par la fenêtre de la cuisine. Un court silence s'installa au bout de la ligne. J'entendais le souffle retenu d'Ethan. « M'avait-il cru ?» Un chat demanda-t-il, son ton baissant légèrement. Il semblait déçu. Pourtant, je pensais avoir verrouillé toutes les fenêtres. Comment un chat a-t-il pu entrer? As-tu ouvert une fenêtre, Clara? C'était un piège. Si je disais que j'avais ouvert la fenêtre, il saurait que le gaz s'était évaporé. Si je disais qu'elle était fermée, il se demanderait pourquoi je n'étais pas morte. Le loquet devait être mal fixé, chérie. Le vent a probablement dû l'entrouvrir un peu, répondis-je rapidement, essayant de paraître la Clara naïve qu'il connaissait. Mais je l'ai refermé. Ne t'inquiète pas. Oh, je vois, répondit-il lentement. Eh bien, tu devrais te reposer et n'oublie pas de vérifier la cuisinière. D'accord, j'ai un mauvais pressentiment. Peut-être une fuite ou quelque chose du genre. Tu sais, ton odorat n'est pas terrible quand tu as des allergies. Manipulation psychologique. Il préparait son alibi. Si la police retrouvait mes restes carbonisés, il témoignerait m'avoir prévenu par téléphone, mais que j'avais été la négligente. Oui chérie, tout va bien. Concentre-toi sur ton travail, dis-je les lèvres tremblantes, alors que je refoulais une vague de nausées. Je t'aime Clara. Moi aussi je t'aime Ethan. La communication fut coupée.
Le téléphone glissa de ma main, heurtant le tapis épais avec un bruit sourd. Mes jambes se dérobèrent. Je me laissai tomber au sol, serrant mes genoux contre moi, et mes larmes s'échappèrent enfin silencieuses et brûlantes. « Cesse de pleurer, maman !» La voix ferme de Léo transperça mon désespoir. Il redressa la tête, essuyant la fausse bave sur son menton du revers de la main. Il fit rouler son fauteuil plus près et me tapota doucement l'épaule. « Il est déçu. Tu es toujours en vie », déclara Léo d'un ton monocorde. Ce ton était celui d'un homme dont le plan venait d'échouer. Je repoussai sa main de mon épaule d'un geste brusque. Le choc avait rendu mes émotions imprévisibles. « Arrête, Léo, ne parle pas ainsi de ton père. Peut-être que le raccord était simplement usé. Peut-être as-tu mal compris ce qui est arrivé à ta mère. Ethan est un homme doux, Léo. Il m'a sauvé d'une famille pauvre. Il m'a tout donné. Il t'a sauvé parce que tu es une orpheline sans aucun parent proche qui poserait des questions si tu mourais subitement, s'emporta Léo. » La voix du petit garçon résonna dans le grand salon faisant taire mes sanglots. Léo me regarda avec une expression d'épuisement profond. « Pourquoi penses-tu qu'il t'a découragé de te lier d'amitié avec les voisins ? Pourquoi n'aimait-il pas que tu rejoignes ce club de lecture ? Pourquoi a-t-il licencié tout le personnel de maison un mois avant de t'épouser ? J'étais sans voix. À toutes ces questions, Ethan m'avait toujours donné des réponses. Je veux que nous ayons notre intimité, ma chérie. Je veux juste profiter de notre temps ensemble. À l'époque, cela semblait romantique. À présent, cela ressemblait à une condamnation. Tu es encore dans le déni. Léo fouilla dans la poche de son short une poche que je croyais ne contenir qu'un mouchoir et en sortit un minuscule objet noir. C'était un mini-enregistreur numérique. Pendant tout ce temps, alors que papa pensait que je n'étais qu'un légume inutile dans un fauteuil roulant, il se sentait libre de passer tous les appels qu'il voulait devant moi, dit Léo en appuyant sur le bouton de lecture. La voix d'Ethan claire comme le jour s'échappa du petit appareil. L'enregistrement semblait dater de quelques jours. Et quel jour ? Oui, monsieur Henderson, la police d'assurance est active. Bien, un total de 5 millions de dollars pour un décès résultant d'un accident domestique. D'accord. Je m'assurerai que tout soit réglé la semaine prochaine. J'ai besoin de cet argent liquide et je le veux rapidement pour éponger mes dettes à Vegas. Ma femme. Ah, elle est facile. C'est une idiote crédule. Mon monde s'effondra. Le plafond de cette demeure luxueuse semblait s'écraser sur moi. Le mot idiote prononcé avec un tel mépris condescendant, suivi de ce même petit rire léger que j'entendais quand nous regardions des comédies à la télévision. Le mari que j'adorais, l'homme que je considérais comme mon sauveur, n'était qu'un monstre se noyant dans des dettes de jeu. J'avais la nausée. Mon estomac se tordait non plus à cause du gaz persistant, mais à cause de la brutale réalité qui venait de me frapper de plein fouet. Il m'a traité d'idiote, murmurai-je hébété. Il a tort, intervint brusquement Léo. Il saisit ma main, sa petite main, étonnamment rugueuse probablement à force de s'entraîner secrètement avec son fauteuil. « Tu n'es pas une idiote, maman. Tu es juste trop bonne. Et les gens mauvais profitent toujours des bonnes personnes. » Léo jeta un coup d'œil à l'horloge murale. « Nous avons un nouveau problème. Il se demande pourquoi tu n'as pas été empoisonné. Il va certainement nous surveiller. » « Nous surveiller. » « Comment il est sur l'autoroute ?» demandai-je, cherchant à retrouver mes esprits. Léo pointa un coin de la pièce juste au-dessus d'une grande vitrine en cristal. Niqué au milieu d'un arrangement luxuriant de fleurs artificielles se trouvait un minuscule point brillant reflétant la lumière. Une caméra espion, siffla Léo. Il l'a installée la semaine dernière. Il a dit que c'était un détecteur de mouvement pour l'alarme. Il a menti. C'est une caméra connectée directement à son téléphone. Mon sang se glaça. Instinctivement, je commençai à tourner la tête vers elle. « Ne la regarde pas » s'exclama Léo à voix basse. Il tira ma main pour m'obliger à garder les yeux baissés. « Écoute, maman. Il est probablement en train d'ouvrir l'application en ce moment même pour comprendre pourquoi tu as pu répondre au téléphone. S'il me voit debout comme ça ou s'il te voit en parfaite santé, il saura que son plan a totalement échoué. » « Alors que faisons-nous » demandai-je, prise de panique. « Nous lui donnons un spectacle. » Les yeux de Léo brillèrent d'une lueur rusée. « Nous devons lui faire croire que tu es en train de mourir d'une mort lente et douloureuse. Fais-lui croire qu'il a gagné pour qu'il ne fasse pas demi-tour tout de suite. » Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone vibra de nouveau. Une notification de message. Je jetai un coup d'œil à l'écran en tremblant. Un message de mon mari. « Chérie, j'ai vérifié le flux de la caméra, mais le salon est sombre. Y a-t-il une coupure de courant ? Essaie d'allumer une lampe. Je veux voir comment va Léo. » Léo lut le message par-dessus mon épaule, le visage crispé. « Il nous teste, chuchota Léo. Le courant n'est pas coupé. Il a désactivé l'infrarouge de la caméra à distance pour que l'écran soit noir, essayant de te piéger pour que tu bouges devant l'objectif. » Léo leva les yeux vers moi. Puis d'un mouvement sec, il déchira légèrement le col de sa propre chemise, se donnant un air débraillé. « Maman, gifle-moi » ordonna-t-il. « Quoi, gifle-moi ? Puis jette-toi sur le canapé. Fais comme si tu étais délirante et instable émotionnellement à cause de l'intoxication au gaz. Hurle-moi dessus, juste devant cette caméra. »
Maintenant. Ma main resta suspendue dans les airs tremblant sous le poids moral qui menaçait de broyer mes os. Devant moi, Léo bomba le torse. Ses yeux rencontrèrent les miens, mélange de défis et de supplications désespérées. « Fais-le maman maintenant ou nous mourrons » siffla-t-il. Je fermai les yeux, mordis ma lèvre, jusqu'à sentir le goût du sang et lançai ma main. Clac! Le bruit de la gifle résonna dans la pièce silencieuse. Ma paume me brûlait, mais mon cœur me faisait bien plus mal. La tête de Léo bascula sur le côté, sa joue devenant instantanément rouge. En une fraction de seconde, l'expression de Léo se métamorphosa. Sa bouche s'ouvrit toute grande et un cri discordant et déchirant s'échappa de sa gorge. Des larmes feintes, ou peut-être réelles, à cause de la douleur, coulèrent sur son visage. Il était redevenu l'enfant handicapé pitoyable. Je tombais immédiatement dans mon rôle. J'utilisais le véritable étourdissement dû au gaz comme motivation. Je hurlais de manière hystérique, libérant toute ma peur et ma rage. « Tais-toi, Léo !» Silence, criai-je en me prenant la tête entre les mains tandis que je trébuchais devant le buffet où la maudite caméra était cachée. J'ai tellement mal à la tête, c'est de ta faute. À cause de cette odeur, je deviens folle. Je me jetais sur le long canapé me tordant et frappant les coussins. Ethan, Ethan, aide-moi. Ma tête va exploser. Je divaguais, m'assurant que ma voix était assez forte pour que le micro de la caméra puisse la capter. Quelques secondes atroces passèrent. Mon téléphone posé sur la table vibra dans un souffle théâtral. Je le saisis. Un nouveau message de mon mari. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je te vois à la caméra. Tu hurles. Es-tu malade si tu as des vertiges? Essaie juste de dormir sur le canapé. Ne sois pas en colère contre Léo. Tu lui fais peur. Et n'ouvre pas la porte, d'accord? Ce n'est pas sûr. Je rentrerai dès que possible. » Coincé dans les embouteillages, je lus le message les mains tremblantes. Il avait vu. Il regardait le spectacle. Et plus terrifiant encore, il me disait de simplement dormir et de ne pas ouvrir la porte. Une instruction subtile pour continuer à inhaler le poison résiduel jusqu'à ce que je meure dans mon sommeil. Léo, sanglotant toujours dans son fauteuil roulant, se calma lentement en me voyant poser le téléphone. Il me lança un regard codé, jetant un coup d'œil vers la gauche. Je suivis ses yeux. Il désignait le couloir menant à la cuisine de service et à la salle de bain inutilisée de la domestique. Hors de vue, articula silencieusement Léo. En sécurité. Je fis un léger signe de tête. Jouant toujours l'étourdissement, je me levai. Je vais être malade, gémis-je bruyamment. Pousse-toi, Léo, je courus presque vers le couloir du fond, hors du champ de vision de la caméra. Dès que j'atteignis la porte de la petite salle de bain humide, Léo s'y était déjà rendu avec son fauteuil à une vitesse fulgurante. Nous nous glissâmes à l'intérieur et Léo tira immédiatement le verrou. Dans cette pièce minuscule de 2 mètres sur 2 qui sentait la naphtaline, nos masques tombèrent enfin. Je me laissai glisser au sol près de la baignoire sèche, sanglotant de manière incontrôlable mais en silence. « Je suis tellement désolé, Léo. Tellement désolé de t'avoir giflé. » Léo ignora mes excuses. Il était occupé à sortir une fine tablette d'un compartiment au cachet qu'il avait aménagé derrière le dossier de son fauteuil. Ses petits doigts volaient sur l'écran. « Garde tes larmes, maman, dit-il froidement, bien que sa joue soit encore rouge de ma main. Tu en auras besoin plus tard. Maintenant, regarde ça. » Léo me colla la tablette sous les yeux. J'ai piraté son cloud et synchronisé ses discussions le mois dernier. Je savais qu'il préparait quelque chose, mais je n'avais jamais pu le prouver jusqu'à aujourd'hui. Il a commis une erreur fatale en ne désactivant pas la synchronisation des données sur cette vieille tablette. L'écran affichait une application de messagerie verte familière. Ce n'était pas une conversation avec un client ou un collègue. C'était une discussion intense avec un contact nommé Jessica. Décoration d'intérieur. Mes yeux parcoururent les lignes de texte et chaque mot frappa ma poitrine plus fort qu'une masse. Ethan, la conduite de gaz est desserrée. La folle et l'idiot sont enfermés à l'intérieur. Je sors maintenant faisant semblant de partir pour le voyage d'affaires envoyé il y a 2 heures. Jessica, es-tu sûre que c'est sûr, bébé? Et si ça échoue, je ne veux plus attendre pour t'avoir tout entière à moi. J'ai déjà réservé nos billets pour Paris pour la semaine prochaine. Ethan, détends-toi mon cœur. Clara est naïve. Elle ne soupçonnera rien. Même si elle ne meurt pas du gaz, elle s'évanouira et renversera accidentellement cette bougie d'aromathérapie que j'ai allumée sur la table de chevet. La maison partira en fumée. Nous encaissons l'assurance. On se marie en Europe. Adieu la pauvreté. Jessica. Ha ha, tu es si méchante, mais j'adore ça. Je t'aime, mon futur mari riche. Ethan, je t'aime plus encore. Sois juste patiente. Nous devrions recevoir une alerte info concernant un incendie de maison dans 1 heure environ. Sous la conversation se trouvait une photo que Jessica venait d'envoyer. Une image d'un test de grossesse avec 2 barres roses. Jessica, un petit bonus pour toi. Junior est en route. Le monde devint noir. Mon amour, mon dévouement pendant 2 ans, ma sincérité à m'occuper de son fils, tout cela payé par un complot de meurtre civil. Il ne voulait pas seulement me tuer pour l'argent. Il voulait me tuer pour me remplacer par une autre femme et leur nouvel enfant.
Et il a appelé Léo son propre fils, elle imbécile. Elle oppression dans ma poitrine, elle n'était plus de la tristesse. Elle s'est transformée en quelque chose d'autre, de chaud, de brûlant et de tranchant. J'ai fixé l'écran gravant chaque mot méprisable dans ma mémoire. Mes larmes ont cessé de couler. Ma respiration saccadée est devenue calme mais lourde et profonde. Maman a appelé Léo doucement, peut-être effrayée par mon expression soudainement rigide. Je me suis tourné pour regarder mon beau-fils. La douce et docile Clara avait disparu. La Clara timide et obéissante, N, était plus. Léo. Ma voix était basse, vibrant non pas de peur, mais d'une vengeance naissante. Est-ce que cette tablette peut enregistrer nos visages? En ce moment, Léo a hoche la tête confus. Oui, pourquoi? Enregistre-moi, et j'ordonne. J'ai et essuyé les dernières larmes sur mes joues. Nous ne mourrons pas aujourd'hui et nous ne fuirons pas. J'ai et serre les poings jusqu'à ce que mes ongles S enfoncent dans mes paumes. Il veut voir cette maison brûler. Soit nous lui donnerons un incendie qu'il n'oubliera jamais. Sortir de cette petite salle de bain, M donne l'impression de retourner sur un champ de bataille sans armure. L'odeur de gaz S était en grande partie dissipée, mais la puanteur fétide de la trahison remplissait désormais chaque recoin de la maison. « Souviens-toi, maman », a murmuré Léo en tirant sur ma manche. « Tu n'es pas forte, Clara. Tu es intoxiquée au gaz étourdie, à moitié consciente. » Clara laisse tes yeux se voiler. « Ne te concentre pas sur la caméra. » J'ai et hoche la tête faiblement. Mes jambes M ont porté d'un pas instable jusqu'au canapé du salon notre scène. J'ai ébouriffé mes cheveux, laissant quelques mèches collées à mon front moite. Mon visage était déjà pâle sans effort, savoir que mon mari me voulait morte avait vidé mes joues de leur sang. Je venais de M. Effondré sur le canapé quand le téléphone sur la table vibre. Une sonnerie spéciale qui autrefois faisait battre mon cœur sonnait maintenant comme une sirène de mort. Un appel vidéo de mon mari. Il appelle, ai-je sifflé avec panique. Réponds, ordonne Léo. Il rapidement positionne son fauteuil roulant légèrement derrière, moi retournant à son mode de poupée brisée. Ma main tremblait alors que j'ai appuyé sur les icônes vertes de la caméra. Le visage de Ethan est apparu sur l'écran de 6 pouces. Il était dans sa voiture et l'autoroute défilant derrière lui. Son visage, mon Dieu, ce visage était encore si beau, par d'un air de préoccupation si convaincant que si je n'avais pas lu ces messages monstrueux, j'aurais fondu devant son expression inquiète. « Oh mon Dieu, chérie, tu as l'air si pâle » et-il exclame dès qu'il m'a vu. Sa voix était paniquée, mais mes yeux nouvellement ouverts ont saisi l'éclat d'anticipation dans les siens. J'ai et avale le goût amer dans ma bouche. Ethan et je gemis, laissant ma voix se briser. Je ne me sens pas bien. J'ai est tellement le vertige. J'ai est la nausée. Qu'est-ce qui ne va pas? Sens-tu encore le gaz? A-t-il demandé rapidement. Elle, odeur, qu'à tourne juste dans ma tête, ai-je répondu doucement, fermant les yeux, comme si je ne pouvais pas supporter de regarder l'écran. Je veux juste dormir. J'y ai tellement sommeil. Le coin de la bouche de Ethan a frémi. Un minuscule sourire, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Il était heureux. Il pensait que la somnolence signifiait l'hypoxie, le manque d'oxygène fatal avant la mort. Accord chéri, ne te force pas à rester éveillé, a-t-il roucoule sa voix, aussi lisse que la soie. Peut-être as-tu juste besoin d'un long repos, dors là sur le canapé, accord ne va nulle part. Tu te sentiras mieux quand tu te réveilleras, un long repos. Il me berçait vers mon sommeil éternel. Mais Léo, j'ai et incline légèrement le téléphone montrant Léo affale les yeux grands ouverts et vide la bouche légèrement entr'ouverte. Léo n'a pas pris son déjeuner. Chut, c'est et bon à coupe étonne sa voix légèrement impatiente. Léo est fort, il peut jeûner un petit moment. Tu es la priorité en ce moment. Dors chérie, pour moi repose-toi simplement. Une larme coule sur ma joue, ce haine n'était pas une comédie. C'était une larme d'angoisse pour l'homme qui avait promis de aimer. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, M encourageant maintenant vers cette fin même pour sa maîtresse enceinte. Accord, Ethan, je vais dormir, ai-je chuchote, en signe de reddition. Sage file, je t'aime, fais de beaux rêves, Clara a-t-il dit pour ses derniers adieux. Elle, appel a pris fin. Au moment où écran est devenu noir, mes défenses se sont écroulées. J'ai et jette le téléphone sur un coussin et j'ai couru vers elle, évier de la cuisine, ne vomissant que de la bile amère. Mon corps tremblait violemment. Je me sentais dégoûté souillé d'avoir jamais été touché par les mains qui avaient planifié cela. Une sombre dépression a enveloppé. J'ai été seul dans cette grande maison piégée avec un petit enfant contre un monstre qui détenait toutes les clés. Et si notre plan échouait, il avait un plan de secours. Si ce soir était ma dernière nuit sur terre, je me suis laissé glisser sur le sol de la cuisine, serrant mes genoux. Des sanglots de désespoir commençaient à s'échapper de ma gorge. Arrête de apitoyer sur ton sort. La voix de Léo était de retour. Cette fois, elle n'était pas autoritaire, juste froide et pragmatique.
Son fauteuil roulant a grince tandis qu'il s'approchait. Tu pourras pleurer plus tard quand il pourrira dans une cellule de prison. Maintenant, relève-toi. Je l'ai regardé avec des yeux gonfles. J'ai peur, Léo. C'est mon mari. Comment a-t-il pu faire cas? Parce que c'est un monstre, a simplement répondu Léo. Il était déjà occupé avec sa tablette, ses petits doigts balayant rapidement l'écran. Je traque le GPS de sa voiture via le système de navigation intégré. Il devrait être déjà plus loin sur l'autoroute à présent. Je me relevais avec peine, m'essuyant la bouche avec une serviette en papier. Il m'a cru, n'est-ce pas? Il m'a dit de dormir. Soudain, les doigts de Léo se figèrent sur l'écran. Ses yeux s'écarquillèrent. Son expression calme fit place à un choc tendu et blême. « Léo, qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, sentant le changement soudain d'atmosphère dans la pièce. Léo déglutit avec difficulté. Il brandit la tablette me montrant une carte numérique avec un seul point rouge clignotant. « Maman !» Sa voix trembla pour la première fois. « Ce point, c'est la voiture de papa. » Je plissai les yeux. « Alors, il est loin, c'est ça ?» « Non !» Léo secoua la tête lentement, les yeux remplis d'horreur. « Il vient de prendre la sortie la plus proche. Et maintenant, il fait demi-tour. Il revient ici. » Mon cœur rata un battement. « Il sait » murmura Léo. Quelque chose n'allait pas dans ton jeu d'acteur. Ou peut-être a-t-il remarqué sur la vidéo que la fenêtre arrière était entr'ouverte. Il n'est plus en voyage d'affaires. Léo regarda l'horloge murale, puis moi. Il sera là dans 20 minutes. Itougi dans 20 minutes. Et quand il rentrera et nous trouvera vivants sans incendie, il n'utilisera plus le gaz. Il finira le travail lui-même. 20 minutes, m'étranglai-je. L'adrénaline monta dans mes veines. Nous devons fuir Léo. Nous devons sortir d'ici maintenant. Nous pouvons grimper la clôture arrière, appeler la sécurité. C'est inutile, maman, trancha Léo, me tirant de ma panique aveugle. Le poste de sécurité le plus proche est à 800 mètres. La clôture arrière mesure 3 mètres de haut avec des barbelés. Et le portail d'entrée, tu as oublié. Il l'a enchaîné. Nous sommes piégés. Je courus à la fenêtre avant jetant un coup d'œil à travers les stores. La chaîne de fer était enroulée autour du lourd portail noir comme un serpent. Nous étions des souris prises au piège attendant le retour du prédateur. « Alors, on abandonne et on le laisse nous tuer ?» demandai-je désespérément en me tournant vers Léo. Léo secoua la tête, son jeune visage se durcissant. Son expression n'était plus celle d'un enfant, mais d'un soldat acculé. « Non, on ne fuit pas. On l'accueille. » Léo fit rouler son fauteuil rapidement vers la console multimédia sous la télévision. « Aide-moi à déplacer ça, maman. Vite. » Je ne posais pas de questions. Avec le peu de force qu'il me restait, je l'aidai à pousser le lourd meuble en bois. Derrière sur le mur se trouvait une grille de ventilation basse avec des barreaux desserrés. « Arrache-la !» ordonna Léo. Je tirai brusquement sur la grille. Cachée à l'intérieur se trouvait une vieille boîte de pêche appartenant à Ethan, une qu'il prétendait avoir perdue il y a des années. Léo la sortit. Une petite surprise pour lui, marmonna Léo en la déverrouillant. Mes yeux s'écarquillèrent devant le contenu. Il n'y avait ni hameçon ni ligne de pêche. À l'intérieur se trouvait un assortiment d'objets. Que Léo avait secrètement collecté: un petit marteau, un cutter rouillé, une bouteille de gaz poivré, fait maison à base d'extrait de piment et le plus choquant de tous, un pistolet paralysant noir. « Où as-tu trouvé ça ?» chuchotai-je avec horreur. « C'est à papa. Il l'a acheté pour se défendre et le garder dans la voiture. Je l'ai volé il y a 6 mois quand il était ivre. Il pense l'avoir perdu à la station de lavage », expliqua rapidement Léo en vérifiant l'appareil. Un baiser terrifiant d'électricité bleue crépita entre les pointes, pile pleine. Léo me tendit le pistolet paralysant. « Prends ça, maman, c'est ta seule chance. Quand il s'approchera, n'hésite pas. Presse-le contre son cou, maintiens le bouton jusqu'à ce qu'il tombe. » Je tins l'objet froid, la main tremblante. L'idée de blesser mon propre mari, l'homme qui me tenait autrefois chaque nuit, me retourna l'estomac. Mais l'image de ces messages, son plan pour nous brûler vifs, effaça mon hésitation. « Maintenant, écoute le plan dit. » Léo le regard acéré. « On ne peut pas l'attaquer dans le salon. La caméra est là. Il vérifiera le flux vidéo depuis sa voiture avant même d'entrer pour voir où nous sommes. Donc on se cache dans l'angle mort. La salle de bain de la bonne est trop petite. On va se cacher dans le garde-manger sous l'escalier. C'est sombre, exigu et surtout hors de vue de la caméra. Mais s'il n'y va pas, il ira. » Le sourire de Léo était sinistre et rusé. « Parce que je vais laisser mon fauteuil roulant juste devant la porte du garde-manger. Il pensera que je suis tombé et que j'ai rampé là-dedans ou que tu m'as traîné là pour nous cacher. » L'idée était à la fois brillante et folle. Nous bougions vite comme une équipe d'opérations spéciales. Nous avons rangé le salon juste assez pour qu'il paraisse normal. Léo sauta hors de son fauteuil. Ensemble, nous avons poussé le fauteuil vide jusqu'à ce qu'il se renverse devant la porte entr'ouverte du garde-manger, créant l'illusion d'une lutte. Puis Léo et moi nous sommes glissés dans l'obscurité du garde-manger. Nous nous sommes accroupis derrière l'îlot central, au milieu des piles de conserve. Ma respiration était hachée. Léo saisit ma main, sa paume était froide et moite. 5 minutes passèrent en silence. 10 minutes.
Seul le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme une bombe à retardement. 15 minutes. Nous avons entendu le bruit des pneus crisser sur l'allée de gravier. Mon cœur semblait prêt à bondir hors de ma gorge. Il était là. Le moteur de la voiture s'éteignit. Un moment de silence, puis le cliquetis du métal, le bruit de la chaîne du portail qu'on déverrouille. Il n'a pas klaxonné. Il n'a pas appelé mon nom. Il est entré en silence comme un voleur dans sa propre demeure. La porte d'entrée s'est ouverte lentement, des bruits de pas sur le sol en marbre. Tac, tac, tac. Les sons de ses chaussures de ville coûteuses que j'aimais tant d'entendre autrefois lorsqu'il rentrait du travail résonnaient désormais comme les pas d'un bourreau. Clara a-t-il appelé, sa voix était plate et glaciale. Il n'y avait plus rien de l'inquiétude manifestée lors de l'appel téléphonique. Aucune réponse. La maison était plongée dans un silence de mort. Léo a-t-il appelé de nouveau? Il s'est avancé davantage à l'intérieur. Depuis une fente étroite sous l'îlot central, je pouvais voir l'ombre de ses jambes se diriger vers le salon. Il s'est arrêté, scrutant probablement les lieux à la recherche d'un signe de vie. Merde, a-t-il marmonné. L'odeur a disparu. Il a réalisé que les fenêtres avaient été ouvertes. Son ombre a bougé à nouveau. Il s'est dirigé vers le fauteuil roulant, renversé, juste devant notre cachette. Il s'est arrêté pile devant la porte du garde-manger. Nous n'étions séparés que par une mince porte entr'ouverte et l'îlot de cuisine. J'ai serré le pistolet à impulsion électrique de toutes mes forces, une sueur froide coulant sur mes tempes. On joue à cache-cache, n'est-ce pas? Il a ricané un son sec et sans émotion. Sors de là, Clara. Je sais que tu n'es pas encore morte. Pas assez de gaz, c'est ça. Soudain, un objet métallique lourd a heurté le sol en marbre avec fracas. Glang. J'ai jeté un regard furtif. Dans sa main droite, Ethan ne tenait pas sa mallette. Il tenait un long démonte-pneu étincelant. Il n'était pas venu pour aider. Il était venu pour s'assurer qu'il ne restait aucun témoin. Ethan s'est avancé, écartant le fauteuil roulant de Léo d'un coup de pied. Il s'est écrasé contre le mur. Sale gamin infirme et inutile, a-t-il grogné en pénétrant dans la cuisine. Sors de là. Papa a des somnifères permanents pour toi. Il était à 2 pas de nous maintenant, nous tournant le dos, alors qu'il vérifiait les placards à l'autre bout de la pièce. Léo m'a donné un coup de coude violent. Maintenant. J'ai pris une profonde inspiration rassemblant chaque anse du courage d'une femme trahie et d'une mère protectrice. Je me suis levé de ma cachette, le pistolet à impulsion électrique dans la main droite, s'animant dans un crépitement aigu BZZZT. Je suis juste ici. Ethan, ai-je hurlé. Ethan s'est retourné brusquement, les yeux écarquillés par le choc. Le démonte-pneu dans sa main s'est levé, mais avant qu'il ne puisse frapper, j'ai bondi. Un BZZT terrifiant a envahi la petite cuisine, suivi d'un cri d'agonie qui n'était pas le mien. L'appareil était pressé fermement contre le cou d'Ethan. Le corps de cet homme puissant a été secoué de violentes convulsions. Ses yeux ont révulsé les veines de son cou, ont gonflé et le démonte-pneu s'est fracassé au sol. Ethan s'est effondré comme un arbre, a battu son corps percutant le carrelage avec un bruit sourd et écœurant. J'ai reculé en trébuchant, respirant avec peine ma main, tremblant au point de presque lâcher l'arme. J'ai fixé le corps de mon mari gémissant sur le sol, ses membres encore agités de soubresauts électriques. « Je suis désolé, chérie. » ai-je murmuré instinctivement. La vieille habitude de l'épouse soumise persistait. Je me sentais coupable de lui avoir fait du mal. « Ne sois pas désolé, » recommence maman. « Assomme-le jusqu'à ce qu'il soit complètement inconscient », a hurlé Léo derrière moi. Son cri m'a ramené à la réalité, mais j'avais une seconde de retard. Alors que je bougeais pour une autre décharge, la main massive d'Ethan a jailli et a broyé ma cheville. Sa prise était un étau d'acier. Salope, a-t-il grondé, sa voix n'étant plus qu'un râle horrifiant. Ethan a tiré ma jambe. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé à la renverse, ma tête percutant le sol dur. Ma vision a explosé en étoiles. Le pistolet a volé hors de ma portée. Ethan luttait pour se relever, titubant, le visage tordu par la rage. Ses yeux brûlaient d'une pure intention meurtrière alors qu'il rampait vers moi cherchant ma gorge. « Tu vas mourir maintenant, Clara. » J'ai fermé les yeux, levant les mains pour parer l'attaque. Soudain, un jet de liquide a retenti, suivi d'une odeur perçante et épicée. Arge mes yeux, a hurlé, Ethan en lâchant ma jambe, se griffant le visage. Léo était là, tenant le flacon de parfum rempli de son mélange au piment. Il actionnait le vaporisateur sur le visage de son père sans aucune pitié. « Cours, maman, en haut, vite » a ordonné Léo. Et je n'ai pas perdu une seconde. L'adrénaline a effacé la douleur. Je me suis levé, j'ai saisi la main de Léo et nous avons couru. Nous avons gravi l'escalier en colimaçon. Derrière nous, Ethan rugissait, comme une bête blessée percutant les meubles aveuglés. « Je vais vous tuer, je vais vous découper en morceaux. » Ces menaces résonnaient. Nous avons atteint le premier étage et nous sommes précipités dans la chambre principale, témoins de mon faux bonheur. J'ai verrouillé la porte et poussé la coiffeuse pour la barricader. Dans le silence, nos souffles étaient courts. Je me suis effondré contre le montant du lit, mon corps tremblant de manière incontrôlable. La peur était de retour, plus terrifiante que jamais.
Nous étions pris au piège. Les fenêtres de cette pièce étaient munies de barreaux de fer fixe. La seule issue était la porte que nous venions de verrouiller. Et de l'autre côté de cette porte se trouvait un monstre. « Nous allons mourir, Léo. Nous allons mourir », ai-je divagué, serrant mes genoux contre moi. « Il va défoncer la porte. Il va nous tuer lentement. » Léo a boité vers moi, ses petits pieds écorchés d'avoir couru nu-pieds. Il ne pleurait pas. Il m'a regardé avec une expression atone. « Est-ce que tu abandonnes ?» a-t-il demandé froidement. « Nous n'avons plus d'armes, le pistolet à impulsion électrique est en bas. » Ai-je sangloté. Léo a pris une profonde inspiration et a fait quelque chose qui m'a stupéfié. Il m'a giflé. Ce n'était pas fort mais suffisant pour me sortir de mon hystérie. « Regarde-moi, maman !» a lancé Léo. « Regarde-moi !» J'ai plongé mon regard dans les yeux de cet enfant de 10 ans, des yeux qui portaient des années de vengeance pour la mort de sa mère. La Clara gémissante que tu étais doit disparaître. Si tu es encore cette femme faible qui espère de la pitié, alors nous mourrons tous les deux ce soir. Papa ne s'arrêtera pas. Il a vu mes jambes. Il sait que tu connais son plan. Il n'y a plus de retour en arrière. Léo a désigné la porte barricadée. Ce n'est plus ton mari. C'est un étranger qui en veut à ton argent. C'est l'homme qui t'a traité d'idiote, crédule devant sa maîtresse. Vas-tu lui donner raison? Vas-tu le laisser te brûler comme un déchet? Ces mots ont allumé une étincelle en moi. La peur glaciale s'est lentement transformée en un brasier ardent. L'image des messages entre Ethan et Jessica a défilé dans mon esprit. Clara est naïve. C'est une idiote crédule. Je me suis levé lentement, essuyant mes larmes du revers de la main. Un dernier geste sec, je me suis dirigé vers le grand miroir de l'armoire. J'ai vu mon reflet. Des cheveux en bataille, un bleu se formant sur mon front, ma chemise déchirée à l'épaule, mais mes yeux n'étaient plus doux. Je n'étais pas l'orpheline Clara, assoiffée d'affection, je n'étais pas l'épouse obéissante qu'on pouvait berner avec des mots doux et de fausses promesses. Je me suis tourné vers Léo. Tu as raison, l'ancienne Clara est morte d'une fuite de gaz. Je me suis approché du petit coffre-fort mural caché derrière un paysage. Léo, te souviens-tu du code l'anniversaire de mariage de ton père avec ta vraie mère? Ai-je demandé d'un ton monocorde. Léo a acquiescé, confus. Oui, 1508, pourquoi? Ethan est sentimental par rapport au passé. Même s'il est mauvais, il n'a jamais changé ce mot de passe parce qu'il est trop paresseux pour en mémoriser un nouveau. Ai-je dit en composant la combinaison. Bip, 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 clic. La porte du coffre s'est ouverte. À l'intérieur reposait un vieux revolver, un vestige du grand-père d'Ethan qui collectionnait les antiquités ainsi qu'une boîte de balles. Ethan le gardait pour les urgences, mais il était terrifié à l'idée de s'en servir lui-même. J'ai saisi la pièce de métal froide et lourde. Mes mains étaient fermes désormais. « Il veut la guerre !» ai-je marmonné en vérifiant le barillet. Il était plein. « Eh bien, nous allons la lui donner. » Mais alors que je ressentais une once de pouvoir en tenant l'arme, j'ai senti une odeur familière. De la fumée, pas de la fumée de cigarette, mais l'odeur du bois et du tissu qui brûle. Léo a couru vers la fente sous la porte. De fines volutes de fumée grise commençaient à s'infiltrer. « Maman !» La voix de Léo était étranglée. Il n'est pas en train de défoncer la porte. Il met le feu aux escaliers. Il brûle le rez-de-chaussée. Nous avons entendu la voix d'Ethan d'en bas, un rire dément ponctué de tout. Sortez ou finissez rôti. C'est vous qui voyez, petit rat. Une vague de chaleur a commencé à irradier à travers les planchers. Nous étions piégés au premier étage d'une maison en flammes avec un psychopathe qui attendait à la seule sortie. J'ai regardé le pistolet dans ma main, puis Léo, puis la fenêtre à barreaux. Léo, ai-je dit calmement, prends les pescouettes dans le placard. Trempe-la dans la salle de bain tout de suite. Quel est le plan, maman? J'ai armé le revolver. Nous n'allons pas mourir brûlés. Nous allons traverser ce feu. Et s'il se met en travers de notre chemin, j'ai fixé la porte qui était maintenant chaude au toucher, je vais lui faire sauter la cervelle. La chaleur. C'était le seul mot pour décrire la chambre principale à présent. L'air n'était plus de l'oxygène. C'était une vapeur brûlante qui cuisait la peau. L'épaisse porte en chêne était brûlante au toucher, signe que les flammes de l'autre côté griffaient de la porte pour entrer. Léo a surgi de la salle de bain trempé jusqu'aux os. Il traînait l'épaisse couette gorgée d'eau qui pesait maintenant le double de son poids normal, liamido normal, et laissait une traînée d'eau sur le sol. « Utilise ça, maman », a dit Léo, sa voix dénuée de panique empreinte d'une concentration acérée. Il a drapé la lourde couverture mouillée sur ma tête et mes épaules. « Couvre ton nez, ne respire pas la fumée, reste bas, l'air pur est près du sol. » J'ai hoché la tête, serrant fermement le revolver. L'acier froid a contrasté violemment avec ma paume moite. Je n'avais jamais tiré de ma vie. « Léo » ai-je appelé, avant que nous ne bougions. Je me suis agenouillé à sa hauteur. « Si j'échoue, si je n'arrive pas à presser la détente, tu cours. Ne t'occupe pas de moi. » Léo m'a regardé, ses petites mains mouillées, encadrant mon visage. « Tu n'échoueras pas. Imagine son visage quand il t'a traité d'idiote.
Imagine son visage quand il a desserré ce tuyau de gaz. Tu ne presses pas les descentes, tu ne presses pas la détente pour tuer. Tu te bats pour rester en vie. J'ai pris une profonde inspiration, emplissant mes poumons du peu d'oxygène restant, et je lui ai adressé un hochement de tête ferme. Nous nous sommes dirigés vers la porte. J'ai écarté la coiffeuse. Au compte de 3 de Léo, j'ai tourné le verrou et poussé la poignée. Un souffle puissant, une épaisse fumée noire s'est engouffrée comme un monstre déchaîné. Mes yeux ont brûlé instantanément et ma vision s'est troublée. J'ai commencé à tousser, mais j'ai réprimé ma gorge en pressant le tissu humide contre mon visage. À terre a étouffé Léo. Nous nous sommes jetés au sol et avons rampé hors de la pièce. Le couloir du 2e étage était un véritable enfer. Le tapis de couloir luxueux près de l'escalier était en feu, les flammes léchant le papier peint. Les bruits d'as de bois qui craquent et de verre qui volent en éclats résonnaient partout. Mais le plus terrifiant n'était pas le feu, c'était le silence venant d'en bas. Ethan ne criait plus. Il attendait tel un chasseur patient que sa proie soit débusquée de son trou par la fumée. Nous avons rampé lentement vers la rambarde surplombant le salon. Le 1er étage était rempli de fumée grise, mais l'incendie se concentrait autour de la base de l'escalier et de la cuisine. J'ai jeté un coup d'œil à travers les balustres. Mon cœur martelait mes oreilles plus fort que le rugissement des flammes. Là, au bas de l'escalier, Ethan se tenait au milieu de la fumée. Il ne tenait plus le démonte-pneus. Désormais, dans sa main droite, il brandissait un grand couteau de boucher provenant du bloc de couteaux haut de gamme que je lui avais offert pour son anniversaire. Il restait parfaitement immobile, les yeux fixés sur le haut de l'escalier, attendant que nos silhouettes apparaissent. Il a toussé, frottant ses yeux rouges et gonflés par le gaz poivré, mais il n'a pas bougé. Il bloquait la seule issue. « Il est en bas, ai-je chuchoté à Léo. Il a un couteau. Nous ne pouvons pas descendre par l'escalier, a répondu Léo dans un souffle. Il a l'avantage de la longe. Si tu rates ton coup, il sera sur nous avant que tu ne puisses tirer à nouveau. Et alors où irons-nous? Les autres fenêtres sont aussi barricadées. Léo a balayé les environs du regard. Ses yeux se sont posés sur l'imposant lustre en cristal suspendu au-dessus du hall, juste derrière l'endroit où se tenait Ethan. La chaîne du lustre était ancrée à une poutre du plafond du 2e étage et le point d'accès était caché à l'intérieur d'un petit placard de rangement dans le couloir. Un mouvement silencieux. Maman a chuchoté Léo, une lueur sombre dans les yeux. Nous n'avons pas besoin de descendre pour le combattre, nous allons lui faire tomber le plafond sur la tête. J'ai suivi son regard. Le placard n'était qu'à quelques mètres, mais il était verrouillé. La clé est sur son trousseau. Non, elle n'y est pas, a dit Léo, en sortant un petit morceau de fil de fer courbé de sa poche. J'ai appris à crocheter toutes les serrures de cette maison quand j'avais 8 ans. Sans m'attendre, Léo a rampé vers le petit placard. La fumée s'épaississait. Mes poumons brûlaient. J'ai braqué l'arme vers le bas, gardant Ethan dans ma ligne de mire à travers la balustrade. Ma main tremblait alors que j'essayais de viser sa tête ou sa poitrine, mais la fumée rendait tout flou. Clic. La porte du placard s'est ouverte. À l'intérieur, nous pouvions voir la base de l'énorme chaîne en fer retenant le lustre de 100 livres. Elle était fixée à un boulon en acier par un gros écrou. L'écrou est rouillé, a sifflé Léo. J'ai besoin d'un outil. Il n'y avait pas d'outil. Le marteau était resté en bas. J'ai regardé l'arme dans ma main. La crosse était faite de bois dur et massif. « Utilise ça !» Mais Léo a secoué la tête. « Non, toi, surveille. S'il me voit, tire. » Léo a saisi une petite statue en laiton sur une console et a commencé à marteler l'écrou rouillé. Tang, tang. Le bruit du métal contre le métal a résonné. En bas, Ethan a levé les yeux. « Tiens, tiens, les petits rats font de la décoration avant de mourir », a-t-il hurlé, la voix grinçante. « Qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? Vous vous cachez dans un placard ?» Ethan a commencé à monter l'escalier. Une marche, 2 marches. Léo, il monte, me suis-je écrié avec panique. Presque fini, Léo martelait de toutes ses forces. Tang tang. Ethan a accéléré le pas. Son visage était un masque d'horreur fait de brûlures légères d'yeux bouffis et d'un sourire psychotique. Le couteau de boucher brillait à la lueur du feu. « Papa arrive, mon petit ours, Léo » a-t-il chanté d'un ton terrifiant. Il était à mi-hauteur de l'escalier, à seulement 5 mètres. Je n'avais pas le choix. Je me suis levé, rejetant ma couverture humide, et j'ai braqué le revolver droit sur sa poitrine. « Arrête ou je tire !» ai-je hurlé. Ethan s'est arrêté. Il a regardé l'arme, puis a ri d'un rire méprisant et condescendant. « Tu vas me tirer dessus ?» Il a secoué la tête. « Clara, Clara, tu trembles rien qu'en tenant un couteau de cuisine. Tu penses avoir le cran de presser cette détente, c'est l'antiquité de mon grand-père. La pression de la détente est de 10 livres. Tes petits doigts délicats se briseront avant qu'une balle n'en sorte. » Il a fait un autre pas. Maintenant, donne-moi l'arme. Arrête de jouer. Il bluffait, utilisant son dernier tour, la manipulation. Et maudit soit-il, mes mains tremblaient violemment. Le doute s'est installé. Pourrais-je vraiment tuer quelqu'un? Léo, dépêche-toi, ai-je crié sans le lâcher du regard. C'est débloqué, a hurlé Léo.
Au même instant, un craquement sonore a résonné dans le hall. Ce n'était pas un coup de feu. C'était le bruit du boulon en acier qui cédait. La chaîne retenant le lustre en cristal s'est détendue. Ethan a levé les yeux, ses paupières s'écarquillant alors qu'il entendait le grondement venant d'en haut. La gravité a fait son œuvre. Le lustre massif s'est abattu. Il n'a pas touché Ethan directement car il se trouvait trop haut dans les escaliers, mais il s'est écrasé à la base des marches dans une explosion de verre cataclysmique. Crash! Des éclats de cristal acéré ont volé partout comme de la mitraille. L'impact a envoyé une onde de choc massive à travers l'escalier en bois déjà affaibli par le feu à sa base. La structure n'a pas pu résister. Qu'est-ce que... Ethan n'a jamais pu finir sa phrase. Crac! Un grondement sourd. La section de l'escalier sur laquelle Ethan se tenait s'est effondrée. Le bois carbonisé s'est brisé, le précipitant dans le brasier au pied des escaliers. Un hurlement guttural s'est élevé, vite interrompu par le bruit de son corps frappant les débris en feu au rez-de-chaussée. Je suis resté pétrifié, fixant le trou béant au milieu des marches d'où s'échappait une fumée tourbillonnante. Nous avons réussi, ai-je haleté d'incrédulité, pas encore à répliquer Léo en saisissant mon bras. Les escaliers ont disparu. Nous sommes piégés au 2e étage et le feu remonte le long du couloir. Il avait raison. L'effondrement avait modifié le flux d'air et maintenant les flammes léchaient vers les bords du trou. Nous ne pouvions plus descendre ni reculer. Nous étions totalement isolés. Soudain, de l'autre bout du couloir, près du balcon arrière, auquel nous n'avions jamais pensé, est venu le bruit d'un verre brisé. Crash! Puis une voix autoritaire a crié de ne plus bouger en annonçant la police. Je me suis retourné sursautant. Le soulagement n'était pas ma première émotion, c'était la peur. S'agissait-il d'un vrai policier ou d'un autre complice d'Ethan? La silhouette qui a sauté par la porte du balcon, brisée, n'était pas en uniforme. L'homme portait une veste en cuir noir, un masque facial et tenait un fusil tactique braqué directement sur moi. Il m'a ordonné de poser mon arme immédiatement. « Ne tirez pas, elle est avec moi, ils sont en renfort !» a hurlé Léo. Son cri a rompu la tension, sa petite voix était empreinte d'une autorité surprenante. J'ai failli lâcher le pistolet sous le choc. L'homme a légèrement abaissé son fusil, ses yeux vifs passant de Léo à moi, puis il a montré un insigne de police suspendu à son cou. Il a expliqué que Léo avait envoyé un SOS avec une localisation en temps réel à leur unité de cybercriminalité 10 minutes plus tôt. Il m'a ordonné de lâcher l'arme, affirmant qu'ils étaient là pour nous sortir de là. Mes genoux ont fléchi. La vague de soulagement était si écrasante qu'elle m'a presque fait perdre connaissance. Le revolver antique s'est tombé de ma main, heurtant les planches chaudes du plancher. L'officier a ordonné de le suivre car le plafond était sur le point de s'effondrer. Il a soulevé Léo d'un bras et m'a entraîné de l'autre vers le large balcon arrière. L'air froid de la nuit a frappé mon visage, un choc bienvenu après l'enfer intérieur. En bas, notre cour était une mer de gyrophares rouges et bleus. Camions de pompiers, voitures, de police et ambulances remplissaient la pelouse tandis que le hurlement des sirènes se mêlait au rugissement de l'incendie. L'officier nous a ordonné de descendre par l'échelle de secours déjà installée. Avec ce qu'il me restait de force, je suis descendu par les barreaux métalliques, les jambes tremblantes mais poussé par l'instinct de survie. Dès que mes pieds ont touché l'herbe fraîche, des secouristes nous ont enveloppés dans des couvertures thermique. Une infirmière m'a demandé si j'étais blessé en examinant mon front, mais j'ai simplement secoué la tête, les yeux fixés sur ma maison en flammes. Ma maison de rêve, ma prison était dévorée par le feu. Une foule de voisins s'était rassemblée derrière le ruban de police, s'exclamant que Madame Miller était saine et sauve, tout en se demandant où était son mari. La réponse est apparue de la manière la plus terrifiante possible. Des flammes de la porte d'entrée, une silhouette a titubé. Elle a rampé avant de se forcer à se tenir debout traînant une jambe. Les vêtements coûteux d'Ethan n'étaient plus que des haillons carbonisés et son beau visage n'était plus qu'un masque de cloque noirci. Il ressemblait à un mort-vivant sortant de sa tombe. Il avait survécu à la chute, mais le prix était lourd. Clara, son cri n'exprimait pas la douleur, mais une rage pure et terrifiante. En m'apercevant près de l'ambulance, une poussée d'adrénaline lui a fait ignorer ses blessures et les policiers. Il a titubé vers moi, serrant toujours son couteau de boucher à la lame noircie de suie. Malgré les ordres des officiers de lâcher son arme, Ethan ne s'en souciait pas, ses yeux rouges fixés sur moi. Il a hurlé que j'avais tout ruiné, ses assurances, et sa vie me traitant de femme maudite. Il a vociféré que je devais mourir en silence et brûler avec ce sale gosse infirme. Les voisins ont eu un mouvement d'horreur. Alors que la scène sombrait dans le chaos, Léo, assis sur le pare-choc de l'ambulance, a soudainement sauté à terre. Il ne simulait plus. Il marchait la tête haute, traversant la ligne de police pour se poster devant moi, écartant ses petits bras pour me protéger. Ethan s'immobilisa net, pétrifié par ce qu'il voyait. Sa mâchoire s'affaissa. Le couteau tremblait dans sa main. « Toi, s'étrangla Ethan. Tu peux marcher. » Léo regarda son père le menton haut. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement un dégoût profond. « Je peux marcher, papa, » dit Léo d'une voix claire et retentissante dominant le son des sirènes.
Je peux courir, je peux parler, et je peux enregistrer tous tes projets de meurtre. » Léo brandit sa tablette. Son écran brillait, connecté sans fil au haut-parleur de la camionnette de l'unité de cybercriminalité garée à proximité. Une ruse que Léo avait dû coordonner dans son message de détresse. L'enregistrement de la conversation entre Ethan et Jessica résonna dans tout le quartier. Clara, classe et naïve. Elle ne se doutera de rien même si elle ne meurt pas à cause du gaz. On encaisse l'assurance, on se marie en Europe. Adieu la pauvreté. Tout le monde se tue. Un silence glacial s'abattit sur la cour. Le visage des voisins passa de la sympathie à la révulsion. Ethan recula, le visage blême sous ses brûlures. Son secret était exposé aux yeux de tous. Il n'était plus un architecte respecté. C'était un monstre. Il me regarda, ses yeux implorants pour la première fois. « Clara chérie, ce n'était qu'une plaisanterie. » Je dépassai Léo et regardai directement dans les yeux de l'homme que j'avais aimé autrefois. « Ne m'appelle pas chérie, dis-je d'une voix calme mais tranchante comme une lame. L'idiote que tu as épousée est morte dans cet incendie. La femme debout ici est le témoin qui veillera à ce que tu pourrisses en prison pour le reste de tes jours. » « Non, non, hurla Ethan. Il leva le couteau une dernière fois, se jetant dans une ultime attaque suicidaire. Panne. Un coup de feu de sommation de la police retentit, mais il fut étouffé par une explosion bien plus puissante. Boum. La conduite de gaz principale de la cuisine, la source de tout cela, céda enfin à la chaleur. Et enfin à la chaleur, une déflagration massive secoua l'arrière de la maison. L'onde de choc frappa le dos d'Ethan, le projetant face contre terre dans la boue au pied d'un policier. Les fenêtres restantes volèrent en éclats. Le toit s'effondra sur lui-même, projetant une colonne de feu dans le ciel nocturne. La maison n'existait plus. Ethan fut appréhendé, la botte d'un policier sur son dos, alors que des menottes d'acier froid se refermaient sur ses poignets couverts de cloques. Je restais là à regarder mon mari se faire traîner comme un animal. Il se tourna vers moi une dernière fois, le regard vide, brisé et totalement vaincu. Je ne détournai pas les yeux. Une petite main prit la mienne. Je regardais en bas. Léo m'offrait un petit sourire fatigué. Le premier sourire sincère que j'ai jamais vu sur son visage. « C'est fini, maman », chuchota-t-il. Je serrai son petit corps étroitement sous une pluie de cendres. « Oui, mon chéri, c'est fini. » Mais alors que mes yeux parcouraient la foule, mon regard se posa sur une berline rouge garée plus bas dans la rue. La vitre était légèrement entr'ouverte. Je pouvais à peine distinguer une femme portant des lunettes de soleil qui nous fixait le visage tendu, une main posée sur son ventre de femme enceinte. Jessica. Elle avait tout vu. Quand nos regards se croisèrent, qu'elle remonta rapidement la vitre et s'éloigna à toute allure. Je plissai les yeux. Le karma d'Ethan avait été rendu, mais pour elle, notre affaire n'était pas terminée. 6 mois plus tard, le son du marteau du juge fut la plus belle musique que j'ai jamais entendue. Le tribunal déclare l'accusé Ethan Miller coupable de tous les chefs d'accusation de tentative de meurtre, fraude à l'assurance et incendie criminel. Cette cour le condamne à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience explosa. Les flashs des appareils photo crépitèrent comme des éclairs, tous braqués sur l'homme affalé dans le fauteuil de l'accusé. Ethan ne ressemblait plus au prince charmant qui m'avait séduite. Le côté droit de son visage était un paysage permanent de tissu cicatriciel rouge, un souvenir éternel de l'incendie qu'il avait allumé. Il marchait désormais avec une boiterie permanente due à sa chute. L'ironie douloureuse ne m'échappa pas. Il avait simulé la paralysie de son fils et maintenant Dieu lui avait infligé un véritable handicap. Il tourna lentement la tête, ses yeux ternes et vaincus, rencontrant les miens. Je soutins son regard, non pas avec haine, mais avec un vide glacial. Il n'était plus qu'un étranger à présent. À côté de moi, Léo se tenait droit dans un petit costume élégant. Ses pieds étaient fermement posés sur le sol. Il me serra la main alors que les agents commençaient à emmener son père. En passant devant nous, Ethan s'arrêta. Clara, sa voix n'était qu'un râle brisé. « Prends soin de Léo. » J'offris un petit sourire impitoyable. J'ai toujours eu l'intention de le faire. Je suis sa mère, sa vraie mère mère pas seulement une idiote que tu as épousée. Ethan baissa la tête alors qu'il était entraîné vers l'enfer qu'il s'était construit. Alors que nous marchions dans le hall du palais de justice, la foule de journalistes s'écarta. Venant de l'autre direction, 2 femmes officiers escortaient une femme enceinte en combinaison orange. C'était Jessica. Sa trace numérique avait causé sa perte. Elle était accusée de complicité, de tentative de meurtre. Ses comptes étaient gelés, son appartement de luxe saisi. Nous nous arrêtâmes face à face. Elle leva les yeux, toute son arrogance envolée. Elle regarda tour à tour son ventre arrondi et mon visage, l'expression suppliante. « Madame Miller, sanglota-t-elle. S'il vous plaît, aidez-moi. Ethan m'a forcé à le faire. Ce bébé est innocent. S'il vous plaît, rétractez votre témoignage. » Je la dévisageais de la tête aux pieds. L'ancienne Clara aurait peut-être éprouvé de la pitié, mais je me souvenais de son rire dans ses messages, je me souvenais qu'elle attendait la nouvelle de ma mort.
Je me suis penché tout près chuchotant de sorte que seule elle puisse m'entendre. Le bébé est innocent, Jessica, mais sa mère est un monstre cupide. Profite de ta grossesse en prison. Et ne t'inquiète pas, le karma ne se trompe jamais d'adresse. Ton billet pour Paris a peut-être expiré, mais je suis sûr qu'il y a un siège permanent pour toi dans un fourgon cellulaire. Jessica s'est effondrée, prise d'une crise d'hystérie alors que les officiers l'emmenaient. J'ai ajusté mon sac, pris la main de Léo et suis sorti sous le chaud soleil de l'après-midi. Un mois plus tard, une brise fraîche du soir soufflait sur le patio de notre nouvelle maison. Ce n'était pas un manoir, mais une maison de plain-pied accueillante dans une banlieue calme. Je l'avais achetée avec les dernières économies qui me restaient en d'avant mon mariage. Dans le jardin de devant, Léo poursuivait un chiot Golden Retriever que nous venions d'adopter. Son rire était pur et vibrant. Le voir courir et sauter me mettait encore les larmes aux yeux. Et les larmes aux yeux. « Maman, regarde » a-t-il crié en faisant signe. « Bonnie peut attraper la balle. C'est génial, mon chéri » ai-je répondu en levant le pouce. Il a couru vers moi et s'est assis sur le banc, le visage rouge. « Qu'est-ce qu'on fête ce soir » J'ai ramassé une grande enveloppe Kraft sur la table. À l'intérieur se trouvait un nouvel acte de naissance et un décret de justice pour l'adoption et la garde. Le nom de famille de Léo n'était plus Miller. Il portait désormais un nouveau nom que nous avions choisi ensemble, mon nom. Ceci ai-je dit en lui montrant le papier. À partir d'aujourd'hui, tu es officiellement et légalement mon fils. Plus de parenté par alliance, plus d'autres tuteurs, juste nous. Léo a lu son nouveau nom. Sa lèvre a tremblé. Le petit génie qui pouvait pirater des systèmes de sécurité et fabriquer des armes n'était soudain plus qu'un petit garçon. Il a jeté ses bras autour de moi, me serrant si fort que je pouvais à peine respirer. « Merci maman », il a sangloté contre mon épaule. « Merci de ne pas être morte ce jour-là. » J'ai caressé ses cheveux. « C'est moi qui devrais te remercier, mon chéri », ai-je chuchoté. « C'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as réveillé. » Mon téléphone sur la table a vibré. Une alerte d'actualité. Le détenu Ethan Miller retrouvé mort dans sa cellule. Suicide apparent. J'ai fixé le titre. Dika a vu mon expression et a lu l'écran. Silence. J'ai pris une longue inspiration, puis j'ai lentement retourné le téléphone face contre table. Pas de larmes, pas de tristesse, juste la fermeture définitive d'un livre très sombre. Entre à l'intérieur, Léo ai-je dit en me levant et en lui tendant la main. « Bonnie a faim et je prépare ta soupe au poulet préféré. N'oublie pas de verrouiller le portail. » Léo m'a regardé puis a affiché un large sourire. Il a pris ma main. « C'est compris, maman. » Et je promets qu'il n'y aura plus de serrures cassées dans cette maison. Nous sommes entrés dans notre foyer chaleureux et lumineux, refermant la porte sur un passé sombre et entrant dans une nouvelle vie qui était enfin véritablement la nôtre. L'illusion de la sécurité est souvent le voile le plus dense jeté sur la cruauté humaine. Sous le vernis d'une vie parfaite faite de parfums coûteux et de sourires protecteurs peut se tapir une trahison glaciale. Cette histoire nous rappelle que la faiblesse apparente est parfois le bouclier ultime de la vérité. En feignant l'impuissance, l'enfant a transformé son silence en une sentinelle vigilante contre la malveillance. Il ne faut jamais confondre la vulnérabilité avec l'absence de force, ni le confort avec la certitude du salut. La sagesse consiste à douter des apparences trop lisses pour percevoir la réalité sombre qui se cache derrière les masques.